Est-ce qu'il y a des axes prioritaires de recherche? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire prioritaire. Il y a des axes de recherche et dans une maladie qui est aussi importante que ça, les recherches vont dans tous les sens. Alors, les éléments les plus importants, c'est ce qu'on appelle la recherche épidémiologique. La recherche épidémiologique, c'est de savoir déjà si la maladie elle est plus fréquente avec le temps, si ça évolue, si ça touche plus les femmes que les hommes, et si cette proportion entre les hommes et les femmes augmente avec le temps, ou se modifie avec le temps. Donc ça renvoie après avec des questions qui sont ce qu'on appelle étiologiques. Étiologique, c'est rechercher la cause d'une maladie. Et donc là, il y a plein d'études qui se font dans tous les sens. Après, il y a des analyses qui se font pour bien évaluer la maladie. Et donc là, c'est énormément de recherche dans ce qu'on appelle l'IRM. Donc l'IRM, vous avez des IRM simples que vous passez, puis il y a des IRM qui sont encore des techniques de recherche où on travaille énormément. Il y a beaucoup de boulot qui sont faits pour avoir des techniques de plus en plus sensibles, pour avoir encore beaucoup plus d'informations que ce qu'on a actuellement. Et puis bien sûr, il y a les recherches thérapeutiques sur les traitements. Là, vous avez énormément de choses. Je se rends compte que moi j'étais interne, jeune médecin, dans les débuts des années 90. Dans le début des années 90, il n'y avait aucun traitement qui avait ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Vous savez que quand un médecin peut prescrire un médicament, c'est que ce médicament a une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'il avait été réputé efficace et pouvoir être commercialisé. Donc, dans ce début des années 90, il n'y avait rien. On était dans une préhistoire. On était néandertal. Il n'y avait vraiment rien. C'est pas si loin. Et que les médicaments, donc depuis 25 ans, finalement, donc tous les traitements qu'on a actuellement, il y en a maintenant une douzaine qui ont une autorisation de mise sur le marché. Et ces 12 médicaments donc, sont apparus depuis 25 ans. Et quand on regarde actuellement, combien de médicaments, à votre avis, sont en essai clinique, sont en études dans la sclérose en plaques? Donc je vous dis, il y en a à peu près une douzaine qui ont une autorisation de mise sur le marché actuellement. Ta question, elle porte sur le monde. Le nombre de traitements qui sont en études. Dans le monde. Dans le monde entier. Oh, tu peux mettre un millier. Non, quand même pas. Non, Tu peux être plus. Il y en a 120. Ah oui. Il y en a 120. Pas loin. Donc il y en a Peu de choses près. actuellement on est à 10%. Donc il y a 90% du nombre de traitements qui sont actuellement encore dans le temps d'études. Donc ça augmente ce qu'on appelle une courbe dite exponentielle. Voilà, exponentielle. Ça augmente vraiment de façon très importante. Et donc c'est très bien parce que c'est plein d'espoir. Oui, monsieur. Qui détermine les priorités pour la recherche de tel ou tel médicament? En ce moment, il y a plein de pubs pour les médicaments contre le cancer. Qui détermine le cancer ou la sclérose en plaques? Dans l'ordre. Alors, C'est le ministère, c'est qui? la réponse, elle est inclue dans la question. Alors, il faut bien que vous compreniez. Plus on a une maladie fréquente, plus les gens travaillent dessus. Donc, il y a énormément, il y a plus de travail, de travaux scientifiques sur le cancer que sur la sclérose en plaques. Quelque part un peu normal. Mais il y a beaucoup plus de travaux sur la sclérose en plaques que sur la sclérodermie. Je dis ça aux hasards, une maladie beaucoup plus rare. Bon. Et etc. Et donc les gens qui ont ce qu'on appelle une maladie rare se sentent toujours floués par rapport aux autres parce que il n'y a pas énormément de gens qui s'intéressent à eux. Parce que voilà, il y a beaucoup moins de laboratoires qui travaillent dessus. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est la recherche, elle se fait toujours sur une recherche publique. C'est les labos qui sont financés par l'État. D'accord ? Les gros laboratoires, c'est d'abord une recherche publique. Donc les recherches qui sont en France, au CNRS et l'INSERM.
essentiellement, ou dans les facs de médecine. Et parce que c'est là où les travaux les plus initiaux se font. Et c'est uniquement lorsque cette phase de recherche vraiment en laboratoire a abouti à quelque chose, qu'à ce moment-là, il y a des pistes sur telle ou telle molécule, quel ou quel traitement potentiel, et à ce moment-là, c'est souvent vendu à des grandes firmes pharmaceutiques, des grands labos, qui vont eux mettre des sommes d'argent colossales pour investir, pour aboutir à ce moment-là à des traitements. Mais la phase de recherche initiale, c'est pour ça qu'il ne faut jamais détruire cette recherche publique, parce que c'est dans la recherche publique que les pistes thérapeutiques elles sont développées. C'est là où les premiers travaux sont faits, c'est ces travaux qui sont absolument indispensables. Les laboratoires pharmaceutiques, ils ne vont investir que quand ils font un pari sur une molécule, mais qui est déjà connue quelque part. C'est pas eux qui vont aller faire le travail initial. Alors après, ils font des paris, ils peuvent se planter. Très bien, ça c'est voilà, ils se plantent et se plantent souvent, parce que il y a plein de médicaments qui vont être étudiés de façon très initiale et puis qui n'aboutiront pas à un médicament sur le marché. Même la majorité n'aboutiront pas sur un traitement qui ira sur le marché. Et vous les avez vus, le drame du patient de Rennes. Vous avez tous entendu ça dans les médias. Bon, voilà, parce qu'il y a eu des anomalies, on va dire, dans cette recherche initiale qui n'avait pas été suffisamment loin et que cette molécule était potentiellement très toxique et que ça a abouti à un drame après lorsqu'on a commencé ces médicaments chez des adultes sains. Donc toutes ces phases, elles doivent être faites. Et alors, ce qui est désespérant, c'est quand on est malade, c'est que se dire que entre le moment où un chercheur il met en évidence quelque chose dans son tube à essai, dans son laboratoire, en disant ouais, ça c'est vachement intéressant, j'ai trouvé un truc. Et le moment où cette molécule-là, elle peut arriver sous la forme d'un comprimé que vous allez chercher dans votre pharmacie à un point, et ben, il se passe entre 15 et 18 ans. Oh là là. D'accord ? Donc ça, et c'est des délais qui sont quasiment incompressibles. Oh là là. Incompressibles parce que il va falloir prendre un maximum de précautions partout sur le fait de la possibilité que cette molécule elle soit bien reproduite, qu'elle soit complètement sécurisée, qu'on puisse la fabriquer facilement. Et qu'après, chez l'homme, il y a d'abord il va y avoir les analyses, les études chez l'animal, bien sûr, les souris, les rats et même des animaux plus sophistiqués parfois. Puis après, on va arriver à ce qu'on appelle la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et c'est uniquement après la phase 3 que le médicament pourra être commercialisé. La phase 1, c'est chez l'adulte sain, c'est le drame du patient de Rennes. Phase 2, c'est chez les premiers patients. Et là, on a des analyses qui sont faites où les gens, par exemple, pour la sclérose en plaques, ils font des IRM tous les mois. Tous les mois, vous avez une IRM. J'en ai fait tous les mois. Pour voir exactement si ça peut marcher. Et après, uniquement, c'est les grandes phases 3 qui sont dans la sclérose en plaques toujours, sur entre 1200 et 1500 personnes, aux États-Unis, au Canada et en Europe dans le même temps, parce qu'il y a besoin à ce moment-là que ça soit fait absolument dans tous les pays en même temps. Et on aboutit à un résultat qui est positif ou qui est négatif. Donc il y a des gens qui participent à des études avec un résultat qui n'est pas bon à la fin. Et ça n'aboutit à rien. Et la molécule est abandonnée. Et c'est uniquement ceux qui ont une phase 3 qui est positive qui aboutit après à un médicament que vous pourrez avoir. Après, là, des démarches réglementaires et administratives qui sont parfois un peu longues et de tractation sur le coût du médicament. Voilà, grande question.